monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, ma tête le bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et ce soir, deuxième partie d'émission, partie sur les autres films à l'affiche avec La femme de Tchaïkovski, L'astronaute et Pour la France. Mais avant cela, on va vous parler des Césars, de la cérémonie des Césars. Et on est 5 pour faire ça, puisque Nathan nous rejoindra uniquement pour l'astronaute. On a Nicolas qui est toujours là. Nicolas, comment ça va ? Ça va très très bien, je suis très heureux de parler de cette cérémonie, surtout des films à l'affiche, et en réalité surtout de La femme de Tchaïkovski, mais très content d'être autour de la table avec vous tous. Carrément. Et toutes. Mathéo. Et bah écoute, très en forme ce soir, très chaud pour continuer, pour parler des films. Enfin, moi je vais pas parler des films, je vais surtout parler de la cérémonie des Césars que je vais présenter. J'ai pas vu les films à l'affiche, mais du coup je vais pouvoir présenter la cérémonie des Césars et ses enjeux. Donc très motivé pour ce soir. Puis on a également Bleu. Bleu, comment ça va ? Bah ça va super aussi, on va parler d'un monument cinématographique qui est La femme de Tchaïkovski, un film que j'aime particulièrement, donc je suis super contente. Gaston également ce soir, comment ça va ? Et ben toujours présent pour parler de cette 48e cérémonie des Césars que je n'ai pas regardée, et également de La femme de Tchaïkovski, excellent banger de Kirill Serebrennikov qui me donne envie de sortir ma Kalachnikov. Et donc du coup on va kiffer, on va faire une très belle émission. On a fait une autre version dans laquelle Gaston nous faisait une blague par rapport à Kalov, mais voilà. Sinon, on va aussi faire notre petite dédicace à nos auditeurs qu'on a instauré la dernière fois avec une nouvelle ville, un nouveau... oui, c'est une ville en fait. D'un de nos auditeurs, auditrices, qui est Lagode. Gaston, un mot sur Lagode ? Alors Lagode, près du stade de l'OGC Nice de l'Alliance Riviera, donc j'espère que tu profites bien des performances de l'équipe de Didier Digard ces derniers temps, et puis également que tu apprécies les peintures qu'a peint Chaim Soutine, donc ce très grand peintre français d'origine biélorusse, et donc du coup j'espère que tu kiffes à Lagode, parce que je connais pas Lagode, moi j'aime bien Nice, et donc je sais que t'es à côté, donc bah écoute, t'es vraiment un nice guy du coup, voilà. Enfin, guy ou pas guy, c'est pas. Voilà, je suis pas sûr de ces dédicaces, c'est rigolo. On va commencer avec la cérémonie des Césars. Mathéo va nous faire un petit topo pour nous expliquer un petit peu le contexte, l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette 48e cérémonie des Césars, et puis parler de la cérémonie en général aussi, avant qu'on débatte de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était le 24, et puis aussi du palmarès bien sûr. Donc Mathéo, explique-nous. Donc oui, en effet, 48e cérémonie des Césars, donc qui se place dans un calendrier assez particulier, parce que ça, après plusieurs années de recherche, les Césars sont beaucoup recherchés. Il y avait eu le scandale de la victoire de Polanski à la meilleure réalisation pour son film J'accuse. Oui, c'est vrai, J'accuse, qui avait fait polémique par sa victoire, et parce que à cause des accusations d'harcèlement sexuel, etc., et ses condamnations. Cette année, l'ambition des Césars et la problématique qu'il y avait autour de la cérémonie, c'était est-ce que l'Académie allait réussir à se renouveler, pouvoir mettre en valeur des profils féminins en réalisatrices, etc., dans les nominations. Donc c'est un peu le sujet principal de cette année, au-delà même, enfin, je sais pas si c'est au-delà des nominations et des récompenses, mais en tout cas, pour l'industrie du cinéma, c'est une très bonne vitrine pour voir l'évolution du milieu, si les femmes vont être beaucoup mieux représentées, si ces problématiques ont vraiment été digérées par le milieu du cinéma, ou si ça va être une nouvelle redite d'un moment un peu étrange où on attend des choses sans qu'elles soient vraiment appliquées sur le long terme. Donc en tout cas, on va parler des récompenses, on va parler de tout ça. C'est une problématique que tout le monde doit garder en tête pour les prochaines années, voir si l'année prochaine on a de nouveau à peu près les mêmes, s'il y a plus de parité, s'il y a plus de représentation. Donc c'est important, je pense que c'est une problématique qu'il faut que tout le monde pense. Donc Carrément.
carrément. Surtout qu'en plus, il y a eu quand même une polémique et beaucoup de discussions autour du fait qu'il n'y a pas eu de femmes nominées dans la catégorie réalisation. Oui, ça Et, c'est ouais. très important et c'est quand même un Ouais. peu significatif de la situation, alors que pourtant il y avait des femmes qui auraient pu mériter clairement d'avoir. C'est ça. D'avoir, Mais dans le palmarès, on va en parler parce que justement, c'est assez étrange. Et puis il y a cette question sur laquelle on va pouvoir revenir aussi du fait que ce sont des professionnels du milieu qui votent pour les prix et qui attribuent finalement les récompenses, en sachant que ces gens-là n'ont pas forcément tout le temps le temps de voir les films nominés en fait. Donc, C'est ça, c'est pour ça que je parle d'un peu une espèce de sentiment structurel à l'intérieur de tout le milieu du cinéma, parce que c'est justement pas rien, ce n'est pas seulement l'institution Ouais. c'est pas l'institution de l'académie, c'est tout le milieu qui est impliqué lorsqu'on parle de cette cérémonie. Carrément. Bleu, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu du coup par rapport aux nominés, aux récompenses, cette question-là aussi de la représentation féminine, pardon. Explique-nous. Bien sûr, alors moi je vais commencer par faire un petit aparté en saluant quand même la militante écologiste qui a interrompu la cérémonie des Césars et qui a été virée de scène de manière assez violente par des vigiles et qui a été censurée par Canal+. Donc vous ne verrez absolument pas son intervention dans la retransmission de la cérémonie des Césars. Par contre, vous pouvez voir des photos d'elle absolument partout en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Force à elle, et je suis très contente que ça ait pu se faire cette année. Même si ça a été censuré, mais bon, c'est pas très grave. Et donc au niveau de la représentation... On a vu la même chose à Cannes aussi, la dernière. Voilà, c'est ça. Et au niveau de la représentation, tu disais, Victor, c'est vrai que moi je vais reprendre un petit peu les mots de Mathéo. Alice Diop a été récompensée du César de la meilleure réalisation pour un premier film, ce qui est absolument génial, non seulement au niveau de la représentativité, parce que j'ai pas le souvenir qu'une femme noire ait été nominée pour un meilleur premier film. Il y a dû en avoir peut-être, mais j'en ai pas le souvenir. En tout cas, ça doit faire une bonne décennie, peut-être. En tout cas, je crois que c'est la première récompensée, il me semble. Et bah voilà. Ouais. Donc c'est vraiment génial, et puis pour un film qui aborde plein de thématiques très importantes, surtout dans notre monde occidental, c'est quand même génial qu'il ait un petit peu de visibilité, surtout qu'il a fait des entrées en salle qui étaient vraiment pas très glorieuses. Donc je suis vraiment très contente, même si en réalité c'est vrai que j'ai préféré largement le film de Charlotte Lebon, Falcon Lake, qui était pour moi un monument. Dont on avait parlé aussi dans l'émission, qu'on avait tous aimé. Exactement, mais je suis vraiment très contente que Alice Diop ait été nommée dans cette catégorie. Par contre, c'est vrai que j'avais fait le parallèle en off avec Victor et aussi avec Nicolas, je crois, en disant qu'il y avait quand même un parallèle à faire entre Alice Diop et Brad Pitt, même si je sais que là, tout de suite, ça ne peut pas paraître forcément évident. Quand Alice Diop est montée sur scène, elle a eu un temps de parole vraiment très limité. Et elle s'est tournée justement vers les vigiles qui lui disaient de partir de scène en disant « Vous allez quand même pas virer une femme noire ». Enfin, je me souviens plus vraiment de ces mots. Oui, c'était pratiquement ça, ouais. Voilà, vous n'oserez pas couper une femme noire. Et finalement, si, ça a été le cas, alors que Brad Pitt est arrivé sur scène. Sur le ton de l'humour, faut préciser. Sur le ton de l'humour, évidemment. Mais qui montre quand même un petit peu ce qu'est la cérémonie des Césars, étant donné que Brad Pitt est arrivé sur scène et a fait une éloge de 5 grosses minutes à l'attention de David Fincher. Ouais, après c'était pas le même contexte non plus, parce que Brad Pitt c'était un guest surprise qui était là pour mais c'est Brad Pitt. mettre non mais c'est Brad Pitt et Alice Diop n'est pas Brad Pitt. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est un peu ça quand même. Non, c'est que n'importe quelle personne de la cérémonie qui est récompensée a une minute de parole, pas que ce soit Alice Diop ou Louis Garrel ou n'importe qui. En fait, c'est que il y a ce temps-là, et juste Brad Pitt c'était un guest qui est venu à ce moment-là, et dans les faits je suis d'accord avec toi. Après c'était vraiment là pour faire un éclairage un peu plus international et un peu plus glamour après, festival. Dominique Moll a quand même eu beaucoup plus de temps de parole qu'elle, alors qu'il a été récompensé au moins 3 fois, quoi. Enfin 6 fois au final, mais... On peut y voir une sorte de prime à la célébrité aussi, de toute façon, parce que je suis pas sûr qu'effectivement les techniciens aient de toute façon eu énormément de temps de parole. Alors tu vas me dire qu'Alice Diop est une figure un peu plus médiatique, et tu auras raison. Mais en même temps, effectivement, il y a une prime au glamour, il y a une prime à la fame. C'est sûr que Brad Pitt qui se déplace pour la cérémonie des Césars, ça fait vendre, je pense. Moi, le premier écho que j'ai eu de cette cérémonie, c'était la présence de Brad Pitt. Donc, il y a peut-être eu ce truc aussi de faire un happening avec Brad Pitt qui effectivement fait un éloge de Fincher. Je sais pas s'il faut y voir quelque chose de mal. On peut y voir, je pense, la reproduction d'un système qui
qui n'arrive en fait même pas à se penser lui-même, même quand il essaye de se critiquer finalement. Ils ont essayé de faire des efforts et tout ça, et finalement, on sent que dans leur fonctionnement interne, quand ils essayent pas de se poser comme des garants de vertu, et bah en fait, ils continuent à fonctionner comme ils fonctionnaient à l'ancienne. Et ça, je peux l'entendre tout à fait. Par contre, je sais pas si c'est vraiment une malice, quoi. C'est juste qu'ils se sont dit, on a Brad Pitt, il va parler 5 minutes parce que c'est Brad Pitt et qu'il est là à Paris et tout ça. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ah oui, c'est absolument pas une malice. Par contre, ça témoigne un peu de la maladie de notre société en profondeur. Comme tu disais, une prime au succès, une prime à la célébrité. Nicolas ? Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et puis, comme dirait Patrick Juvet ou Virginie Efira dans cette cérémonie des Césars 2023, où sont les femmes ? Elle l'a clairement dit, mais où sont les femmes réalisatrices ? Parce qu'elle n'arrive pas à trouver les réalisatrices qu'elle essaie de remercier pour les films dans lesquels elle a joué. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de problème de représentation. Après, au-delà de tout ça, j'aimerais quand même qu'on porte un peu l'attention sur ce film sublime qu'est La Nuit du 12 de Dominique Moll. Ah ouais. Sur cette espèce de polar réinventé, de cette enquête sur le point de vue masculin-féminin, cette confrontation sublime, ce policier qui est en fait une espèce de film transcendantal sur la représentation de la sexualité, du problème en fait de la confrontation des sexualités et des genres au sein de la société. Et je trouve que quand même représenter et montrer le sublime dans ce film. Alors j'ai malheureusement pas vu Pacifiction ou même À plein temps qui ont été aussi bien nommés, mais je trouve que le film de Dominique Moll était tellement sublime, tellement juste que le voir en fait autant sublimé au César me fait un bien fou. Et je comprends qu'on puisse lui attribuer tous ces prix. Après, c'est sûr qu'il y avait un problème de représentation cette année. Il y a eu quelques soucis. Je trouve que c'était pas du tout une cérémonie sublime. Donc voilà. Après, quoi dire de plus ? Je ne sais pas. Allez voir La Nuit du 12 de Dominique Moll. Ouais. Allez voir Saint-Omer de Alice Diop. Malgré tous les débats qu'il a pu engendrer, même nous dans l'émission, on a beaucoup débattu sur On a parlé, ce film très ambigu, très complexe qu'a créé Alice Diop. Peut-être que La Nuit du 12 est plus simple et donc plus récompensable, je ne sais pas. Ça aussi, truc à parler quand même, parce que Alice Diop, on l'a nommée dans premier film, alors qu'elle a déjà fait des films documentaires, certes, mais des films quand même. Est-ce par lâcheté de nommer une femme noire dans le meilleur film ? Est-ce par dévouement ? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon. Ou alors par négligence aussi du documentaire, tu vois. Par négligence du commentaire aussi, oui. Faut aussi le voir de manière positive et se dire que elle aurait peut-être pas eu le César du meilleur film parce que bon, c'est sûr. j'ai aucun problème avec Saint-Omer, c'est un film que j'ai défendu. D'ailleurs, il me semble quand on l'a eu dans le podcast. Par contre, j'irais pas jusqu'à dire que c'est mon meilleur film de l'année. D'un point de vue plastique, La Nuit du 12 est, je trouve bien meilleur en fait, mais c'est pas la question. Après. J'ai pas vu La Nuit du 12, mais pour le coup, je trouve que finalement, un meilleur premier film, ça va lui donner un certain éclairage. Donc finalement, effectivement, on peut quand même voir dans cette nomination et dans cette récompense une lâcheté, c'est-à-dire que il a fallu récompenser des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont récompensé en meilleur premier film, et en meilleur film, ça a été pas le cas, quoi. Et en même temps, on peut, si on voit ça positivement, on peut voir ça comme une avancée. Après, moi, je l'ai déjà dit hier quand on a eu des conversations privées entre nous. Pour moi, un César, c'est pas forcément quelque chose de positif pour un film, hein, puisque du coup, j'ai récupéré l'analyse d'un lauréat du prix Goncourt en 1952, donc Jean-Louis Bory, qui avait gagné un Goncourt en 1945 pour son livre Mon village à l'heure allemande, qui avait dit « La première conséquence du Goncourt a été de planter une date dans ma mémoire comme une écharpe, depuis je vieillis. Le Goncourt, c'est automatique, vous attire le grand public, il vous aliène, c'est aussi automatique les connaisseurs, aux yeux de qui le Goncourt est une maladie assez honteuse, un peu dégoûtante, qui se tient entre le lupus et la bénorragie. » Et en fait, c'est une citation qui est très intéressante parce que pour moi, un César, ça va éventuellement effectivement attirer un public qui ne serait pas allé vers le film de prime abord, mais ça va peut-être s'aliéner en fait en partie le public art et essai qui soutient ces films-là toute l'année sans qu'il y ait besoin de récompense, par le biais de petits festivals, par le biais de séances dans des cinémas d'art et essai et tout ça. Et finalement, un film qui aura été récompensé du César, peut-être que le public, entre guillemets, connaisseur, va se dire « Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de quelques caciques du cinéma français ?» Ça va peut-être
plus tendance à aliéner qu'autre chose, je pense. Donc finalement, je suis pas sûr que ce soit si positif que ça, avoir un César. Après, évidemment, quand c'est pour la réalisation, quand c'est une personne, quand c'est pas un film en général, c'est évidemment une consécration. On pense à Noémie Merlan, qui a eu la meilleure actrice dans un second rôle. Ou Virginie Efira, qui a eu le premier César. Également. J'ai pas vu Revoir Paris, mais moi, c'est Virginie Efira, j'aime beaucoup. Moi aussi. Ce qu'elle nous propose depuis 10 ans. J'ai beaucoup aimé son rôle chez Verhoeven dans Benedetta, évidemment, parce que Verhoeven, c'est un très très grand cinéaste et ça faisait plaisir de voir cette actrice française très talentueuse collaborer avec un réalisateur international comme lui, avec une telle aura. Et donc du coup, je suis très très contente qu'elle ait eu César de la meilleure actrice et très content pour Noémie Merlan aussi, que j'ai vu donc surtout dans Portrait de la jeune fille en feu, qui a un rôle assez cool dans Tar aussi, qui est pourtant une coproduction internationale et où elle sait tirer son épingle du jeu. Et là, du coup, elle a ce César de la meilleure actrice dans un second rôle pour L'Innocent, que j'avais vu à Cannes, qui est un film très sympathique, qui aurait peut-être pas, je sais pas s'il aurait mérité un César pour le meilleur film, mais en tout cas, c'est cool qu'il ait des récompenses parce que c'est une comédie qui s'est joué sur des points super cool, et donc du coup je suis très content que ce film-là ait eu des récompenses, et encore plus que Noémie Merlan ait eu une récompense pour ce film-là. Ouais, il est le meilleur scénario. Meilleur scénario, ouais. Alors c'est vrai que ça s'inscrit toujours dans une certaine perspective plus ou moins assumée de pinkwashing, où la cérémonie des Césars essaye aussi de se délester de cette image d'industrie vieillissante, mais je tiens quand même à célébrer la récompense d'Irène Dresel pour la meilleure musique de film, si je me souviens bien, et qui a été la première femme récompensée pour ce prix-là, et qui disait « 5 femmes ont été nominées avant moi, mais ne l'ont jamais obtenu. Ce César, je le dédie à toutes les femmes compositrices de musique. » Et c'est vrai que c'est chouette. Je crois que c'était toi, Victor, qui me parlait en off du fait qu'on a eu pendant cette cérémonie certaines femmes qui ont pu prendre la parole sur des sujets importants. Après, c'était surtout... je suis désolée de dire ça, mais c'était surtout enfoncer des portes ouvertes. Je pense qu'encore une fois, la cérémonie des Césars essaye de faire un petit peu peau neuve, de se créer une nouvelle façade en essayant de libérer la parole des femmes, même si je déteste ce terme parce que la parole a toujours été libérée, c'est l'écoute qui doit se libérer à présent. En tout cas, on a quand même eu des prises de parole qui étaient chouettes pour réassumer à nouveau des discours hyper importants. Et pendant la remise du prix de la nuit du 12, pendant la dernière intervention, il y a aussi Dominique Moll qui a du coup dédicacé ce prix, cette récompense à la femme qui a été victime de féminicide et dont qui a inspiré cette histoire. Elle s'appelait Maud. Et il finissait par elle s'appelait Maud. C'est ça. C'est très beau. Et c'était très poignant et je suis très contente qu'il ait fait ça. Je trouve que c'est un beau geste et que c'est hyper important de lui discerner ce prix-là. Complètement. Il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites après, j'ai vu sur les réseaux, disant que le film avait une esthétique de téléfilm, une mise en scène assez pauvre, tout ça, je suis pas d'accord. Ouais, il faut qu'ils aillent apprendre le cinéma après. Non mais faut prendre des cours de cinéma, c'est tout. Allez écouter dans le Top Film, j'ai fait une chronique sur le 12 pour dire à quel point j'aimais le film et que c'était un film très beau. Donc si vous l'avez pas écouté, ça dure quelques minutes. C'est ma petite lettre d'amour à ce film qui m'a vraiment marqué, qui est un très beau film français de l'année passée. Mais donc je suis très content de ça récompense. Et après globalement en fait on n'a pas été d'accord, on a discuté beaucoup sur le groupe, je suis pas forcément sur notre groupe Instagram dans lequel on échange avant les émissions, et je suis pas forcément d'accord avec Gaston et tout le monde sur la question de la mise en valeur d'un film. Alors plus ou moins ça peut être l'effet Goncourt de dire oui le film est mis en avant, donc du coup c'est plus un grand public qu'un public niche qui va aller le voir, c'est vrai. C'est arrivé l'année dernière avec Illusion perdue qui avait fait un très très bon score après en salle une fois qu'il avait eu beaucoup de César, et donc c'est intéressant. Mais d'un autre côté, même si la cérémonie est vieillissante, même s'il y a pas mal de problèmes, même si le ton aussi des fois des personnes qui viennent remettre les prix, qui tentent des blagues qui franchement des fois sont pas forcément drôles, même gênantes parfois limite, ça fonctionne pas toujours, et la cérémonie est assez vieillissante même s'ils essaient de la renouveler. On a eu par exemple Dinos qui a fait une reprise, peu importe ce qu'on en pense, mais ils ont inclus le rap dans la cérémonie, voilà, c'était intéressant. Mais par contre là où ça m'intéresse, c'est de me dire qu'il y a quand même 1 million de personnes qui voient la cérémonie, et c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des professions et des types de films qui sont moins mis en avant, notamment les courts-métrages
courts-métrages, notamment les documentaires, notamment les courts-métrages documentaires, et puis aussi les techniciens, la photo qui m'est chère bien sûr, mais le son, le montage, les décors, les costumes et j'en passe. C'est important, je trouve, d'avoir cette représentation, surtout que c'est une cérémonie qui est ouverte au grand public, enfin qui est accessible au grand public et sur Canal+ en clair, qui ramène pas mal de monde quand même, et même si tout le monde la voit pas forcément en direct, on en entend parler et on a des extraits qui passent. Donc c'est important aussi d'avoir cette médiatisation et ne pas laisser dans l'ombre toute une partie du cinéma, et voilà, ça me paraissait important de souligner ça aussi. D'ailleurs, big up à Stéphanie, la réalisatrice des Vertueuses, que j'ai rencontrée à un festival chouette parisien, qui a été sélectionnée au César pour le court-métrage Les Vertueuses, justement, qui n'a pas eu le prix, mais qui est un court-métrage très très chouette. Juste une petite remarque sur le fait que David Fincher ait reçu le César d'honneur donc cette année. C'est pour moi un très grand réalisateur qui a fait des films très intéressants, et je pense que c'est un des plus grands réalisateurs encore en activité, puisqu'il est quand même l'auteur de films qui sont désormais cultes, à Fight Club notamment, mais aussi Zodiac, The Social Network, que j'aime beaucoup. J'ai pas tout vu de lui, pour être tout à fait honnête, mais Seven aussi. Seven évidemment. Étrange vie de Benjamin Button. Histoire de Benjamin Button. Et en tout cas, gros big up au César de l'avoir récompensé, parce que là, du coup, j'ai vérifié, il n'a pas eu d'Oscar pour son œuvre. Il a eu des prix, mais plus mineurs, un Golden Globe, mais pas forcément la consécration suprême. Et je suis très content que son acteur fétiche ait pu le remercier, faire son éloge, même si effectivement ça pose des problèmes par rapport à la représentation, mais quand même, je trouve que c'est cool d'avoir célébré Fincher, donc voilà. J'aimerais bien conclure aussi en saluant le fait que Ma famille afghane ait été récompensée du César du meilleur film d'animation, parce que je suis une très grosse fan de cinéma d'animation. Le saviez-vous ? Ah bon ? Mais non. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant, c'est pas assez récompensé, et je suis très contente que ce soit ce film-là qui a été récompensé cette année. Carrément, parce qu'il y avait le Petit Nicolas aussi, mais qui a déjà eu des prix, qui a déjà été mis un peu plus en avant et qui a quand même fait plus d'entrées. Donc c'est cool aussi de mettre en avant des films comme ça. Donc carrément. Voilà, c'était le petit mot qu'on voulait faire sur les Césars. On discutait un petit peu des prix, du contexte que nous a posé Mathéo, et puis voilà, de tout ce qu'il y avait autour à en dire. Donc on va de suite enchaîner maintenant avec les films à l'affiche. Donc on va vous parler d'un très beau film, un film en tout cas qui nous a fait parler, qui nous a divisé aussi parfois, mais on va vous parler de La femme de Tchaïkovski. C'est parti, extrait de bande-annonce. Отдохнуть надо и оперу закончить. Евгений мне не под силу. Они раздавят меня своим величием. Я принадлежу тебе и душой, и телом. Donc je vais vous faire le synopsis de La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov avec Aliona Mirailova et Odin Byron. C'est l'histoire de La femme de Tchaïkovski, donc l'histoire du mariage entre Tchaïkovski et donc cette femme Antonina Miliukova. Un mariage qui n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison, puisque Tchaïkovski était homosexuel. Et il s'agit en fait d'un mariage de convenance, mais qui s'appuie au départ sur un amour très fort et une admiration très forte de Antonina, donc la femme de Tchaïkovski, sa future femme, qui lui fait la cour pour l'épouser. Et donc on va suivre un peu les évolutions de cette relation tumultueuse entre le très grand compositeur et sa femme, donc qui vont vraiment subir beaucoup d'affres dans cette relation, puisque l'homosexualité de Tchaïkovski est bien évidemment un obstacle énorme à cette relation, puisque c'est avant tout pour lui une relation de convenance. Et donc Serebrennikov va nous faire un peu cette chronique d'une histoire qui va dégénérer en quelque chose d'assez sombre, d'assez noir, et c'est un film d'une beauté rare, qui filme la Russie, la misère, l'amour déçu comme peu le font, et donc voilà, on va en parler dès maintenant. Non, je vais commencer sur le film, parce que je dois avouer que j'attendais le film avec quand même pas mal d'impatience depuis le retour de Cannes, mais je m'attendais pas à ça. Parce que
là où je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable sur The Fabelman, et quelque chose de bien, mais d'un peu moins grandiloquent et impressionnant dans La femme de Tchaïkovski, bah, c'est l'inverse en fait qui s'est passé à mes yeux. C'est que j'ai trouvé La femme de Tchaïkovski absolument immense. Donc je pense sans trop de doute qu'il fera partie de mon top de l'année. Et Bleu acquiesce. Je pense qu'on sera plusieurs Oui, clairement. à Oui. l'intégrer là-dedans. C'est un film somptueux. C'est un film somptueux pour énormément de raisons. Je vais essayer d'être bref, mais il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler. Déjà, l'un des points forts quand on voit ce film, c'est son esthétique. C'est un film qui va créer un monde unique, un monde visuel très fort, dans lequel on va être complètement plongé, et c'est un monde en fait vaporeux, c'est un monde assez étrange, puisque toute l'ambiance visuelle du film est assez brumeuse en fait, tout est placé sous le signe de la brume, du voile, et ce voile-là va être composé de deux couleurs, le bleu et l'orange, et au milieu de tout ça, on va avoir le rouge de cette femme qui va détonner, qui va être l'élément perturbateur, puisqu'elle va être le problème de la vie de son mari, de Tchaïkovski, de la famille de celui-ci, et qui va être finalement l'élément qu'on aimerait supprimer. Et ça se passe par le visuel, ça passe par plein de choses, mais la photographie, elle est au service de cette esthétique-là, enfin au service du propos, et c'est absolument somptueux. Au-delà de tout ça, le film en général est splendide dans sa narration. Clairement, on a une femme qui va être complètement éprise de son mari, qui va tout faire pour ne pas rompre ce mariage jusqu'à sombrer en fait au fur et à mesure sans trop en dire. C'est absolument merveilleux. Les portraits, la caractérisation des personnages est magnifique, et je peux le comparer un peu à Tar. Je vais pas Fais pas le bâtard. Merci Nicolas. Non mais voilà, bien meilleur je trouve que Tar dans la caractérisation du personnage et le folle, qui est absolument génial. Une atmosphère qui est à la fois planante et pesante tout au long du film, qui est somptueuse. La mise en scène est très complexe, mais je trouve merveilleuse, et ça Nicolas va y revenir parce que c'est peut-être son reproche au film, un peu trop complexe. Il y a le contre-pied des biopics classiques en mettant en lumière des personnages restés dans l'ombre des soleils entre guillemets, c'est ce qu'on a dans le film. Le Tchaïkovski est considéré et caractérisé comme un soleil, c'est d'ailleurs dit par les personnages. Et c'est même, je te coupe 2 secondes, c'est même le photographie en fait, c'est-à-dire le moment où il rentre dans l'appartement de la protagoniste. En fait, il y a littéralement un soleil qui vient inonder la pièce. C'est ça, un c'est faux ça. soleil d'ailleurs, hein, ce qui est contrasté en fait avec ce gris immédiat parce que c'est elle qui essaie de le créer et on le comprend rapidement. C'est ça. Et tout au long du film, en fait, c'est justement ce jeu de lumière va être fort. On aura des personnages dans l'ombre et dans la lumière, mais de manière très subtile. On a une scène au début dans un train, et Tchaïkovski et tous les hommes sont en lumière, alors que la femme du compositeur est dans l'ombre du train, derrière un pan en fait, et on la voit, on la distingue, mais elle est dans une ombre perceptible. Et c'est toujours très très fort dans l'aspect global du film de mettre ce propos et cet imaginaire et cette imagerie en fait de la femme laissée de côté, et de la condition de la femme aussi à l'époque, puisque peut-être que Bleu en parlera, mais le film aborde vraiment le sujet, puisqu'on voit que les femmes sont dépendantes de leur mari, elles ne peuvent pas en fait demander le divorce sans de prétexte valable, et ce prétexte valable c'est l'adultère. Donc c'est soit la honte, soit le mépris populaire envers la femme qui veut divorcer, soit en fait le mariage subi, et c'est ce qui va choisir le personnage tout au long du film. Donc voilà, beaucoup de choses sur lesquelles je vais pouvoir revenir aussi par la suite, mais c'est vraiment somptueux. Petite parenthèse pour dire que les séquences de rêve sont magnifiques. On aime me dire, Victor, tu aimes le cinéma du rêve, c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans le passé aussi. J'aime le cinéma du rêve. C'est vrai que là c'est un film très terre à terre, très historique, mais en fait finalement très poétique et très métaphorique. Et on a beaucoup de scènes de rêve qui sont absolument folles, et je ne dirai pas grand chose pour vous laisser la surprise de ces moments sublimes de mise en scène et de poésie. Voilà, je vais pas m'étaler trop parce que ça fait déjà un moment que je discute et que je parle de ce film avec amour. Je vous laisse la parole. Bleu, vas-y, explique-nous ton amour et ton ressenti sur le film. Ça tombe bien que tu parles de poésie, parce que pour moi c'est un film qui est purement métaphorique. On a énormément d'éléments qui reviennent tout au long du film, comme des fusils de Tchekhov en quelque sorte. On a les topos de la mouche qui revient sans cesse, l'insecte qui est écrasé et qui est une métaphore des idées noires d'Antonina, et puis aussi de son mari, de Tchaïkovski. On a le feu
qui va finir par embraser la relation de manière concrète et métaphorique. On a aussi les personnages des sans domicile fixe qui reviennent très 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 souvent et qui sont un petit peu alors sans spoiler, mais la métaphore de cet amour perdu et en déchéance et de l'état dans lequel va finir très certainement Antonina. Enfin, on a des éléments qui reviennent énormément tout au long du film, qui disent dès le départ, avec la scène d'ouverture que je n'ai pas pu voir, de ce qui va se passer à la fin. Et donc, je vois Nicolas qui me regarde avec un regard désespéré. Alors, évidemment, fidèle à moi-même et fidèle à la ligne 13 du métro parisien, gros big up, non c'est faux. Je suis arrivée 20 minutes en retard à la séance. Autant vous dire que je n'ai pas vu la première scène qui apparemment était une des plus belles du film. Soi-disant même du plus belle de l'histoire du cinéma, mais bon. Exactement, et moi qui ai adoré ce film et qui pour moi est, comme tu disais tout à l'heure, va faire très certainement partie de mon top de cette année. Je n'ai pas pu voir le début et je pense que je vais aller le revoir car ça m'a déçu énormément. Ah, mais moi j'ai vu le début mais je vais aussi aller le revoir, je pense. Voilà. Après, c'est vrai que c'était très ambitieux. C'est toujours ambitieux de faire des films d'époque parce qu'on a énormément de détails à prendre en compte. Généralement, les réalisateurs doivent travailler pendant de très longues heures, voire de très longs mois avec des historiens. Et pour le coup, je trouve que c'est un parti pris qui est très ambitieux et qui est parfaitement réalisé. On s'y croit. On a l'impression d'être face à un documentaire. C'est absolument sublime. C'est très bien filmé. Et ce que tu disais tout à l'heure, Victor, sur l'esthétique, je te rejoins totalement. C'est une esthétique avec beaucoup de grains qui retranscrit parfaitement cette époque du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Et je la trouve absolument sublime. Ah, complètement. Nicolas. Mon Dieu, que j'aime La femme de Tchaïkovski, que j'aime ce film absolument sublime. Alors, je ne veux pas vous divulgacher la première séquence, mais je vais quand même vous le faire pour simplement démontrer démontrer la maestria de ce réalisateur, de cette histoire et de cette actrice. Le film vient enflammer votre curiosité de spectateur dès le début par un plan séquence qui vient amorcer en fait cet univers complètement pestiféré, brun de terre et cette population qui dérange déjà le personnage de cette protagoniste incroyable et qui vient voir son mari mort, Tchaïkovski, qui se relève et qui lui dit que ça sert à rien qu'elle soit là parce que en fait elle ne l'a jamais aimé, qu'il lui reproche ça, qu'il l'a haï carrément, qu'elle l'a haï, mais il l'a haï aussi et c'est une forme de fantasme qu'elle projette sur ce mort et on ne sait pas dans quel film on rentre, mais on rentre directement dans cette espèce d'inconscient de ce personnage et je trouve que Kirill Serebrennikov arrive à capter plusieurs dimensions de la réalité, de l'histoire, de la diégèse qu'il essaie de capter. Et c'est absolument incroyable. Déjà, il arrive, comme tu l'as très bien dit, Bleu, à capter cette savoureuse mise en scène de la terre, de cette espèce de mouche qui volette, de ce désagréable sentiment de rue, j'ai presque senti des mauvaises odeurs dans le film tellement c'était incroyablement mis en scène. Mais par-dessus tout, il arrive aussi à capter l'inconscient d'une femme qui cherche à avoir du pouvoir. Et là, je le relie à Tar, que moi j'ai absolument adoré. Je le relie à la complexité de Tar, parce que le film ne parle pas simplement d'une femme qui est délaissée par son mari, d'une femme qui est mise de côté, mais d'un personnage humain qui cherche à avoir du pouvoir, qui ne peut pas avoir du pouvoir dans un contexte social qui ne peut pas lui attribuer dû à sa catégorisation de femme, mais qui cherche par tous les moyens à avoir du pouvoir. Et c'est représenté par cette scène au début, où en fait, on la présente en tant que musicienne, et puis elle voit Tchaïkovski, et on lui dit « Ah, c'est Tchaïkovski, très très grand musicien, mais tu pourras jamais le choper, en fait, tu pourras jamais le pécho. » Mais si, pourquoi elle se force à tomber amoureuse de lui ? Parce qu'elle veut avoir du pouvoir. Pourquoi est-ce que la caméra vient la capturer en top shot ? Pourquoi est-ce qu'elle lui donne du pouvoir dans cette scène où, après un orchestre, elle va remettre en cause ce génie même ? Pourquoi elle remet en permanence en cause ce génie qu'elle ne peut atteindre de ses mains sales ? Parce qu'elle veut du pouvoir. Et montrer cette espèce de salissure humaine dans les mains de cette femme qui, on peut le comprendre, veut avoir du pouvoir parce qu'elle n'en a pas, c'est incroyable, qui va jusqu'à déchirer en fait cet ego, à déchirer plus que possible pour avoir du pouvoir, c'est absolument incroyable. Et c'est à la fois ces plans séquences, à la fois ce choix de cadre, cette bataille entre certains équilibres de lignes, entre certains plans absolument divins, parce que elle essaie même de s'éclipser de la rue en fait. On montre certaines rues où t'as des croyants aux mains sales qui essaient de lui prévoir un avenir complètement corrompu. Elle veut pas les écouter, elle veut s'en éloigner parce que elle veut de la grandeur. Elle veut la grande musique de Tchaïkovski. Et elle veut juste qu'il l'aime parce que
ça lui donnerait cette forme de grandeur qu'elle essaie elle essaie d'être contemplée en fait, à la fois par les hommes qu'elle veut mettre à nu, littéralement dans certaines scènes, plusieurs fois dans le film en fait, et elle en devient presque un personnage antipathique à tel point on dit mais arrête, tu peux l'être d'une certaine manière, d'une autre manière, mais non en fait. Parce qu'elle est rongée jusqu'à l'os par cette espèce de sentiment de faux amour qu'elle s'est implanté. Et toute la mise en scène vient contempler et en même temps rejeter ce sentiment. Et on a cette espèce d'ambiguïté qui passe aussi par le format du fantastique, à la fois dans la première, dans la dernière scène et par d'autres scènes qui sont photographiquement et cinématographiquement absolument incroyables et qui font de ce film une espèce d'œuvre majestueuse à la fois sur l'impossibilité de la consécration du féminin, mais aussi des espèces de noirceurs humaines qui trônent qui trônent en chacun de nous, mais qui ne peut pas se concrétiser dans certaines sociétés. Donc Kirill Serebrennikov fait une espèce de pièces presque absolument incroyables qui nous projettent sous les yeux à la fois entre la mise en scène, entre le découpage technique. Je ne sais pas quoi dire à part que ce film m'a sublimé l'esprit, il ne ressemble à aucun autre, et en même temps il ressemble à plein d'autres films où il arrive à puiser cette espèce de beauté, comme tu l'as dit, photographique. Mon Dieu, que ce film est beau quoi. Enfin, je ne sais pas comment décrire ce film. On en ressort bouleversé, certains mêmes moments nous laissent un peu de marbre, on peut penser à des scènes tellement horribles. Moi il y a une scène de masturbation dans le film qui m'a profondément marqué, je sais pas vous, Oui. et qui vient délaisser un personnage on a presque de l'empathie pour ce personnage de l'avocat, avec cette scène tellement crue, tellement noire, par une mise en scène qui ne laisse rien échapper. On peut même penser à la scène finale. La scène finale, une des plus belles scènes finales qu'on ait pu voir récemment dans le cinéma. C'est franchement incroyable. Ça transcende les genres, ça transcende absolument tout. Ça nous montre encore une fois que Kirill Serebrennikov peut faire n'importe quoi avec la matière cinématographique. Et que les acteurs sont extraordinaires. Mais oui, mais bordel. Une performance. Il n'y a pas un acteur qui m'a déçu. Ah non, mais ils arrivent à créer une sorte d'osmose. Ah, mais complètement. C'est sublime. Et c'est extraordinaire. Je suis étonné qu'elle n'a pas eu le prix à Cannes, tellement sa performance est une forme de transcendance de l'inconscient qu'on a en elle. Elle vibre à chaque fois de l'émotion que Kirill veut transmettre directement et indirectement. Après, j'ai pas vu la femme qui l'a eu pour les Nuits de Machat, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Mais bon, je suis absolument sublimé et dérouté par le film de Serebrennikov qui, à la suite de Leto, moi j'ai pas vu encore La Fièvre de Petrov, arrive à nous surprendre, arrive à déjouer toutes les règles cinématographiques. Voilà, je suis complètement désarçonné. C'est incroyable. Et juste un mot, et je te laisse la parole Gaston, vous parlez tous les deux de la mouche, de ce motif de la mouche, sur le plan visuel, mais aussi sur le plan sonore en fait. Ah mais totalement. Sur le plan sonore, c'est intéressant parce qu'en fait dans le film, il n'y a quasiment jamais de silence, et ce bourdonnement de la mouche, en fait c'est aussi le bourdonnement et le cheminement mental qui va commencer à proliférer en fait dans la tête de cette femme qui va se diriger vers la folie en fait, et il n'y aura jamais de silence dans sa tête parce qu'il n'y aura jamais de moment de repos et de répit, et c'est magnifiquement mis en scène avec cette mouche, mais avec plein d'autres choses, et aussi de la musique, hein, puisqu'on a constamment de la musique, du classique, et à la fin même du postmoderne, voire du contemporain, avec une sorte de remix de classique, avec d'autres choses, d'autres styles musicaux. C'est sublime, et ça apporte une dimension émotionnelle très très forte, et une portée symbolique aussi au film, hein, donc c'est important. Avant de faire une passe ici à Gaston, je trouve que c'est très symbolique que le film justement n'utilise pas du Tchaïkovski en fait pour faire la bande son, parce que moi je pensais qu'il allait utiliser les musiques de Tchaïkovski. Il n'y a pas du tout de musique de Tchaïkovski comme presque un biopic. Il en utilise. Hein. Non mais il en utilise pas beaucoup. Très peu. Il en utilise très peu. C'est pas appuyé. C'est pas majoritaire. Et du coup je trouve que c'est très symbolique et très beau en fait. Ouais, Gaston. Alors vous avez dit beaucoup de choses. J'étais relativement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, surtout avec cette question de la prise de pouvoir, puisqu'on voit au fur et à mesure que Antonina s'accroche plus à la figure de Tchaïkovski en tant que grand musicien qu'à l'individu lui-même. C'est un film qui est très intéressant parce que tu parlais de la lumière, Victor, c'est un film crépusculaire. C'est un film Complètement, ouais. Où on ne voit rarement la nuit. Il y a des scènes de nuit, mais c'est pas si présent que ça dans le film. C'est un film où on voit très peu le jour. C'est un film où on a l'impression que tout se passe dans un crépuscule constant. Un brouillard aussi. Ouais, un brouillard constant, mais un crépuscule constant aussi, surtout au début du film, et qui, en fait, moi, me renvoie beaucoup au fait que, c'est une atmosphère fin de siècle, fin du 19e, avec tous les bouleversements que ça comporte, mais c'est également un moment de la journée qui est particulièrement saisissant,
parce que c'est la mort du jour en fait. Il se marie dans cette espèce de brume crépusculaire. Il y a un des personnages qui dit on n'avait pas l'impression d'être à un mariage, on a l'impression d'être à un enterrement. Leur relation est condamnée dès le départ, dès le moment où Tchaïkovski accepte du bout des lèvres de se marier. Et par rapport à ça, finalement, l'insistance du personnage d'Antonina à rester mariée à Tchaïkovski et à s'accrocher à lui, je pense que ça peut être vu aussi de manière très très métaphorique comme cette fermeture aux femmes en fait à la grande musique. Tchaïkovski ne fréquente que des hommes. Il est évidemment homosexuel et il l'est montré comme cela dans le film. Mais plus que cela, il ne fréquente que des hommes, il est entouré de ses frères. Et donc en fait, il y a ce truc vraiment puissant dans le film d'Antonina qui tente de s'accrocher aux grands musiciens pour rééquilibrer un peu la balance, puisqu'il n'est entouré que d'hommes et on a l'impression qu'il fait de la musique pour les hommes et seulement avec eux. Et en fait, finalement, tout le film va parler de ce poids du masculin qui va avoir tendance à faire sombrer Antonina dans la folie, à l'humilier, à la renvoyer sans cesse à sa condition de femme bafouée, de femme alibi. Et ce, alors qu'effectivement, elle tente tout au long du film, elle le réussit à s'affirmer et à imposer ses volontés au personnage de Tchaïkovski et à son cercle proche également. C'est quelqu'un qui décide de tracer sa propre voie, y compris même si elle sait que cette voie va la mener au malheur. Et c'est un film du coup très puissant là-dessus. C'est aussi un film sur la toxicité d'une relation à sens unique, puisque tout le long du film, on est abasourdi par la persistance du personnage de Antonina qui va rester accroché à Tchaïkovski alors qu'il la rejette constamment. Et donc c'est un film très puissant, c'est pas du tout un biopic simple. Moi je vois même pas ce film vraiment comme un biopic, c'est un drame avec un fond historique. C'est une très très belle reconstitution historique, ça faut le signaler aussi. Vraiment c'est très très soigné et en même temps ce n'est pas que ça, vous allez pas voir Downton Abbey quoi. C'est un film qui a beaucoup d'autres choses à proposer en dehors de sa reconstitution soignée. C'est un film qui pour moi est un drame qui prend comme point de départ cette histoire vraie et qui la sublime. Non mais je suis totalement d'accord et c'est très brillant ce que tu as dit. Et c'est une femme qui constamment, sans pouvoir être une génie, va danser entre les figures de génie qui lui sont à portée de main. Et je prends comme exemple cette scène pivot dans le film où il y a Rubinstein. Pour les musiciens, c'est une forme d'easter egg de voir non pas Arthur Rubinstein, mais son descendant dans la famille, qui vient fondateur d'une grande école, qui vient justement voir la protagoniste pour lui dire « faut que t'arrêtes en fait, de voir Tchaïkovski parce que c'est un génie et tu le pourris ». Et en fait, c'est un soleil, il ne tourne pas autour du soleil. Et c'est exactement ça. Pas de l'ombre au soleil. Et c'est terrible parce que dans cette scène, elle est partagée entre le fait de son admiration pour Rubinstein, qui est une grande figure de la musique, et pour le fait qu'il est en train de lui dire de s'éloigner complètement de Tchaïkovski, alors qu'il a autorité dans son cœur parce qu'elle l'admire totalement. Et comme elle ne peut être une génie, elle est obligée d'essayer d'être admirée par les génies. Et je trouve que c'est d'une complexité sublime. Ah, c'est sublime. Et puis pour finir, j'aimerais bien aussi revenir, alors on en a déjà parlé, mais sur la caractérisation des personnages qui est très très nuancée et qui est d'une poésie absolument extraordinaire. Et quelque chose qui m'a fait aussi très plaisir, c'est qu'on a tendance à résumer l'intégralité des figures homosexuelles historiques, surtout du 19e siècle et même avant, comme des figures victimaires dans le cinéma. Et pour une fois, là on est face à un personnage qui est homosexuel, mais qui a un portrait très nuancé, qui peut aussi être un personnage totalement antipathique, un anti-héros complet, pour lequel on a quasi aucune compassion et c'est génial pour une fois d'avoir aussi d'autres représentations à l'écran. Et je vais juste finir sur un parallèle qui me tient vraiment très à cœur. Alors faites attention, c'est un petit moment de spoil. Il n'y a pas vraiment de spoil, mais je veux dire, je vais rentrer plus dans les détails assez importants. Pour moi, il y a un lien évident à faire entre ce film et l'adaptation de Julien Gosselin de divers textes de Léonid Andreïev dans une pièce qui s'appelle Le Passé, qui a été représentée notamment, je crois, l'année dernière. Courant 2022, j'espère qu'elle est toujours représentée, qui est une pièce absolument extraordinaire, qui dure 4h30. Donc en fait, Julien Gosselin fait l'adaptation de diverses œuvres d'Andreïev, comme je l'ai dit. C'est
Du coup, il en fait une grande histoire qui se passe en Russie à peu près à la même période. Et pour moi, le personnage de l'histoire, qui est Ekaterina Ivanovna, est clairement l'alter ego d'Antonina Tchaïkovski, on va dire, dans le sens où leurs histoires sont exactement les mêmes. Elles finissent par tomber folles, par être proche du fanatisme vis-à-vis d'un homme, c'est-à-dire qu'Ekaterina finit complètement folle à cause de son mari qui lui tire dessus, qui la torture psychologiquement, mentalement. Elle finit par le tromper, tout comme Antonina. Elle finit par coucher avec énormément d'hommes. Elle finit dans la même débauche, dans la même transe d'une rage organique et totalement folle. C'est le personnage de cette folle qui est pourtant totalement admirée par tous les hommes autour d'elle et qui finit aussi comme Antonina à la fin, consumée par son amour dans des flammes, dans une transe. Elle finit par se suicider d'une manière ou d'une autre, comme Antonina qui finira par mourir dans un asile de fous. Et pour moi, leurs chemins sont vraiment les mêmes. Et puis un dernier petit détail sur lequel je voudrais revenir, c'est que Le Passé, c'est une pièce avec un dispositif très complexe, c'est-à-dire qu'on a des panneaux sur scène avec l'intérieur d'une maison russe du 19e siècle qui est filmé par des caméramans et qui est retransmis sur un écran géant au-dessus de la scène. Je sais pas si j'explique très très bien le dispositif, mais c'est absolument sublime. Donc c'est vraiment une œuvre intermédiaire où on a à la fois du cinéma et à la fois du théâtre. C'est absolument sublime. Et en fait, les plans sont exactement les mêmes que dans La Femme de Tchaïkovski. Mais j'ai été vraiment très étonnée. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre les deux, parce que c'est absolument extraordinaire à quel point les plans sont les mêmes, les histoires sont les mêmes. Et pour moi, c'est dans la continuité de La Femme de Tchaïkovski. Et si vous avez l'occasion de voir Le Passé, vraiment, allez-y. Juste une dernière remarque par rapport au fait que c'est un film russe et qu'on doit en parler parce que forcément ça peut venir à votre esprit. Donc évidemment, il y a eu les récents événements, les récents, ça a 1 an maintenant, avec la guerre russo-ukrainienne. Serebrennikov, c'est un dissident, c'est quelqu'un qui s'est vraiment opposé au régime depuis une bonne dizaine d'années. Et je pense que c'est important, même si on n'a pas forcément envie de s'intéresser à la Russie en ce moment du fait de ces événements-là. C'est important de continuer à écouter la voix justement de ce cinéaste qui est un dissident, qui a un message très intéressant, qui a un message qui peut s'appliquer aussi, je pense, à la Russie d'aujourd'hui et qui nous permet un peu de comprendre également ce pays très complexe, notamment pour ce qui est de l'aspect très autoritaire, très vertical de ce pays-là, de son aspect à la fois très cultivé, à la fois très sauvage. Et je pense que c'est un film qui peut nous permettre d'approfondir notre compréhension du peuple russe en général, de sa culture. Et du coup, c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde également pour ça. Mais Gaston a totalement raison, et ça intervient même dans le contexte de production du film, où Kirill Serebrennikov a écrit le scénario et allait voir des grandes maisons de production russes en disant qu'il voulait faire un biopic qui traitait justement de La Femme de Tchaïkovski et du compositeur Tchaïkovski en personne. Et les maisons de production étaient très intéressées en fait de voir cette image très connue à l'international pour redorer en fait et pour dorer même l'image de la Russie. Et quand il leur a dit qu'il voulait traiter de son homosexualité, il a été tout de suite remis en question et il a eu une grande difficulté à produire le film, notamment pour l'axe avec lequel il le traitait. Non mais ça c'est évident, et je dirais un dernier mot pour parler du film, je dirais le mot sensualité. Il y a beaucoup de sensualité qui est parfois tangible, parfois beaucoup moins. Il y a une scène qui est absolument magnifique et révélatrice de ce terme-là et de cette sensualité très ambiguë entre les deux personnages. C'est la scène que vous pouvez voir avec l'affiche du film, où la jeune femme a un voile sur le visage, et il va y avoir un baiser à travers ce voile avec Tchaïkovski, qui est d'une beauté pure et qui est extrêmement significatif de ce qui va se passer dans le film et de la relation entre les personnages. C'est sublime, c'est beau, c'est onirique, c'est poétique, c'est du pur cinéma. Le film est grandiose, et pour toutes ces raisons, je vous le recommande, mais alors vivement, vraiment vivement, d'aller voir le film, parce que je pense que c'est un film dont on parlera encore longtemps, qui va marquer les esprits, qui m'est resté imprégné, qui me laisse beaucoup d'images imprégnées dans ma tête depuis que je l'ai vu, et je pense qu'ils vont rester longtemps. Et vraiment, c'est un très beau film, peut-être même très grand film, le temps nous le dira. Allez le voir,
C'est magnifique. Et j'ai dit en amont qu'on allait être divisé parce que Nathan n'avait pas aimé le film, mais il n'était pas là pour en parler, donc tant mieux, on a pu vous faire l'éloge de ce film et tant mieux. Donc voilà, allez voir la fin de Tchaïkovski, c'est sublime. Voilà. Et on va enchaîner de suite avec le deuxième film, cette partie d'émission, qui va être L'Astronaute. Et Nathan va venir nous rejoindre pour ce bout d'émission. C'est parti, extrait de bande-annonce pour L'Astronaute. Si à nous 5, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. À mon signal, tu lances la mise à feu. Ok. 3, 2, 1. Allumage moteur. Et si la fusée explose? Elle explosera pas. Attends, il y a un problème. Isobus! Du coup, je vais vous faire un petit synopsis pour L'Astronaute. Alors, je suis désolé, j'ai pas l'humour de Gaston, mais je vais faire au mieux. En fait, L'Astronaute, c'est l'histoire de Jim qui, en gros, se caractérise par l'échec qu'il a dû endurer suite à son refus du test pour devenir en fait astronaute. Donc vu qu'il a pas pu aller dans l'espace, il se contente de construire des fusées, donc il bosse chez Ariane. Et en fait pendant plus de 8 ans, il pique par-ci par-là des pièces à sa boîte pour se construire sa propre fusée et faire le premier vol amateur de l'histoire dans l'espace. Sauf que le problème, c'est que c'est quelque chose de très risqué, puis où il n'a pas forcément les connaissances pour le faire tout seul, donc il va un peu à la manière des Avengers se faire sa petite équipe pour organiser cet événement impressionnant, et c'est ce qu'on va suivre pendant le film. Du coup, comme je l'ai pas vu, c'est un film de SF, pas d'SF du coup? Non, pas du tout, c'est vraiment un film français. Pas du tout. Ah oui. Ouais. Okay. Et justement, ça tombe bien que tu dises que c'est un film français. Français, ça peut être Nathan. de la SF aussi. Hein. Parce que oui, mais c'est le sujet que j'allais aborder en premier, c'est que c'est un film vraiment très français. C'est-à-dire que les retournements de situation sont tellement prévisibles, le casting et les personnages. Il y en a pas en fait. Je vois pas où est-ce qu'il y en a. Oh mon Dieu, oh là là, la DGSI est prévenue, la DGSI arrive, oh ça craint. Les personnages dans leur caractérisation sont super grossiers, clichés à tel point que... Sauf Kassovitz, ça va. C'est exactement ce que j'allais dire. Bien, Kassovitz rattrape vachement l'intégralité du casting. Après, faut dire que... je me souviens plus de son prénom, la jeune fille qui joue l'étudiante en mathématiques. Itsuni, non? Je crois que c'est un nom comme ça, je me souviens plus. Elle est issue de Scam, m'a dit la personne avec qui je suis allée voir ce film au cinéma. Et elle a un jeu qui est vraiment celui de Scam, sans vouloir... C'est quoi Scam? Scam, c'est une série française. Enfin, je veux dire, elle n'est pas française à la base, mais elle a été adaptée par un certain nombre de pays. Une web série, je crois. Ok. Sur diverses situations que traversent des adolescents, voire des préadultes, voire des jeunes adultes. D'accord. Continue, explique-nous ton point de vue. C'est-à-dire que les personnages sont tellement archétypaux, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nathan, que je voyais venir une romance entre Jim et l'étudiante en mathématiques, et je me suis dit ce serait vraiment l'acmé d'un mauvais film français. Ouais, moi aussi. Et mais je la sentais venir de tellement loin, et je suis tellement heureuse qu'elle soit pas devenue. Ça l'a pas été, je suis tellement d'accord avec toi. Donc heureusement que ça n'est pas arrivé. Sinon, et je trouve que pour le coup la fin rattrape vraiment tout le film. Exactement. Parce que pour le coup, dans le film, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que je ne vous spoile rien en vous disant que dès le début du film, on apprend déjà que Jim travaille depuis 8 ans sur sa fusée. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où la fusée est déjà construite, il ne reste plus qu'à faire quelques finitions, des tests et à partir. Mais tout est déjà prévu, donc on n'a pas vraiment de suspense à part le fait de savoir s'il va mourir ou pas. Spoiler, on le sait déjà qu'il ne va pas mourir parce que c'est un film grand public. Mais je comprends pas très bien. Nathan, avant l'émission, tu nous as dit ouais, quand même, c'est pas mal. Je vais défendre le film. Ouais. Dis-nous vraiment ce que t'en penses. Explique le. Pour l'instant, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que le gros problème, c'est que l'acteur principal a aussi écrit, réalisé le film, et c'est un problème parce qu'en fait, il sait pas écrire. Donc, on a des personnages qui sont hyper archétypaux, qui sont pas du tout caractérisés, mal exposés, et c'est chiant en fait. Sauf celui de Kassovitz, mais parce qu'en fait, il joue bien. Parce qu'en fait, le pire, c'est que c'est même pas un bon acteur. L'acteur principal, c'est bête. Et sur le scénario, je trouve qu'il n'y a aucune force, il n'y a pas beaucoup de progression, on sent pas la tension. Je veux dire, le mec a quand même volé pendant 8 ans des pièces à Ariane. Le gars, le gars risque la prison à perpétuité. Mais quand est-ce que tu t'en rends compte, mec? Puis d'un autre côté, je veux dire, moi c'est mon rêve absolu d'aller dans l'espace, beaucoup plus que de faire du cinéma. C'est un truc de fou à quel point j'ai envie de ça. Et quand je vois cette histoire-là, d'un côté je suis hyper touché parce que ça m'est très personnel, mais de l'autre, mec, genre...
pourquoi tu te rends pas compte du côté sublime de ce que tu es en train de raconter? C'est un gars qui est prêt à risquer toute sa vie, à risquer sa famille, à risquer tout ce qu'il a fait pour devenir le meilleur ingénieur de chez Ariane, pour faire une petite fusée dans l'espace, alors qu'il y a 33% de risque, il meurt au décollage de la fusée. Et en fait, c'est dit juste au détour d'une ligne de dialogue, mais genre appuie sur l'intensité dramatique de ton histoire. Et en fait, il le fait juste à la fin, où on a une fin qui est sublime et qui vient rattraper le reste du film. C'est dommage, en fait, elle fait 10 minutes sur les 1h50 de film, donc il y a des très grosses longueurs, parce que même quand il chope son équipe, oh putain, c'est chiant en fait. Qu'est-ce que c'est long. Mais en fait, la totalité du film, c'est ça, c'est la constitution d'une équipe pour un projet qui est déjà réalisé. Il a déjà la fusée. On sait déjà que ça va bien se passer, parce que c'est une comédie dramatique. On le sait, le ton du film donne déjà le là de la fin. Exactement. Mais au début, je veux dire, dès les premières minutes, on sait déjà comment ça va se terminer. Je veux dire, sa mère expose l'intégralité de l'intrigue, à savoir, oh là là, tu as toujours rêvé d'être astronaute. On sait déjà qui va le devenir, bien sûr. qui passe par la voie royale ou non. Le film s'appelle L'Astronaute. Voilà, déjà le film s'appelle L'Astronaute. Et puis ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que ce soit un film tout public, on a des scènes qui sont ponctuées de comment dire ça, d'introspection, d'enfoncement de portes ouvertes qui sont déjà démontrées. Je pense surtout à une scène de fin. Je vais pas donner de spoil, ne vous inquiétez pas, car je vais seulement vous dire une petite phrase que seuls les gens qui l'auront vu comprendront. Oh, c'est Claude. Tu te souviens de... Voilà, moi, tu te souviens de... ça beau. Ah ouais, tu te souviens? Ouais. Ok. T'as trouvé ça beau? Pas quand on voit que ça brille dans l'espace. Non, mais, le fait... avant. fait que Jim réalise ce geste, je trouvais ça très beau. Le fait qu'on entende après son ami dire « Oh, c'est Claude », je me disais, mais c'est vraiment un film français, quoi. On est obligé d'appuyer sur tout ce qui se passe, de faire un commentaire méta dans le film. Il n'y a aucune subtilité, et c'est ça le problème. Il n'y a aucune subtilité, que ce soit dans la caractérisation des personnages ou dans la trame dramatique. Après, pour autant, je vais pas descendre ce film. La scène de fin m'a vraiment régalée parce que je l'attendais pendant tout le film et je suis assez contente de l'avoir vu. Les effets spéciaux sont très bien réalisés. C'est une scène très émouvante avec un petit retournement quand même de situation. Bon, c'est pas un retournement de situation, mais c'est une belle petite, apothéose. Voilà, c'est une belle apothéose, c'est une belle acmé. Et pour un film tout public, je trouve ça assez émouvant. Je veux dire, on peut emmener facilement toute sa famille aller le voir et c'est un bon moment en famille, mais je veux dire, c'est pas une perle cinématographique, quoi. Ça aurait pu. Et du coup, pour essayer de défendre un peu le film, je le disais tout à l'heure à notre cher Victor qui est à ma droite, qui aimerait, qui sera un directeur de la photo. J'ai rarement vu, si ce n'est jamais, un film français avec une aussi belle photo et surtout un aussi bel éclairage. Je trouve ça incroyable. Et pendant tout le film, il y a vraiment une cohérence de photographie qui est folle. Et je vois Nicolas qui me regarde bizarrement derrière. Et sur l'éclairage, je trouve ça impressionnant. Et c'est dommage parce qu'en fait, vu que le scénario est assez plat, à des moments, en fait, ça vient presque s'éclipser. Et je trouve la musique très très bonne. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle ponctue super bien, elle est bien placée. Puis même, en fait, juste la musique en tant qu'objet elle-même séparée du film est très bien. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont plutôt bien développés. Les relations que le personnage principal a avec ses grands-parents, je trouve ça plutôt cool, même si après j'ai du mal à comprendre l'âge. Non, ses grands-parents. Non, c'est ses parents. Non, avec son papy. Qui est mort. Oui, avec Claude. Et avec sa grand-mère, avec ses grands-parents, je trouve ça pas mal avec ses parents. En fait, le problème, c'est que le scénariste et réalisateur et acteur a voulu mêler les parents et les grands-parents et ça fait trop. Oui. Et du coup, ça fait que des fois, on s'attarde pas assez sur certaines choses. Pendant tout le film, je me suis posé la question de l'âge. Je me disais, mais à quel âge ils ont fait leurs enfants? C'est pas possible qu'ils aient aussi peu d'écart d'âge. Là, je me place en tant qu'auditeur, du coup, qui a pas vu le film, et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, en fait, du coup, de ce que vous me dites. Mais c'est pas mal, c'est ça le problème, c'est que c'est pas bien, c'est pas mal. Et j'ai l'impression que Nicolas Giraud, il se rend pas vraiment compte du sujet incroyable qu'il a entre les mains. Il aurait pu faire un film absolument exceptionnel parce que c'est un sujet, mais passionnant, super intéressant, génial. Mais juste, je sais pas, il y a quelque chose qui a pas marché, il s'est foiré quelque part, et c'est tellement dommage parce que le sujet était vraiment très intéressant, le casting pouvait être intéressant, même si voilà, Mathieu Kassovitz, ma vie, mais voilà, c'est une tentative ratée et c'est pas très grave. Un peu oubliable du coup? Oui. Un peu oubliable, ouais, ok. Bon bleu, sceptique. Ouais, je reste assez sceptique, c'est vraiment le mot, sceptique. Ni oubliable, ni saluable, juste sceptique. Enfin, saluable évidemment, c'est un film, il y a mis des moyens, il y a toute une équipe derrière. Bien sûr. Je salue quand même toute l'équipe et puis la production du film, mais ouais, je reste sceptique. Bon écoutez, on vous laissera, si ça vous a
interpellé, si ça donne envie d'aller voir le film, allez le voir et puis faites-vous votre propre opinion. Et nous, on va enchaîner avec le dernier film dont seul Nicolas va vous parler, puisque c'est le seul à l'avoir vu, qui va être Pour la France. C'est parti pour la France. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire? Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit. Me tête juste stupide et humiliant. Aidez-moi! Alors pour la France, je suis le seul à l'avoir vu autour de la table. Je vais faire un petit résumé bref. Donc c'est l'histoire de Ismaël qui rejoint sa mère quand il apprend une mauvaise nouvelle alors qu'il est en train de faire du pain. Son frère est mort. Son frère qui du coup était à l'armée, enfin en tout cas à l'entraînement pour l'armée de Saint-Cyr, il me semble. Donc son frère Aïssa Saïdi. Et tout le film est centré sur la question de ses incinérations, de ses funérailles, savoir est-ce qu'il aura les honneurs, est-ce qu'il sera enterré aux Invalides, comment est-ce que du coup on peut attribuer de l'honneur à ces soldats, du coup la problématique aussi du fait qu'ils soient arabes par rapport à l'armée française, voilà. Alors, donc je vais être le seul, donc il n'y aura pas vraiment de débat avec ce film, et c'est peut-être un peu malheureux parce que j'ai trouvé très peu de qualité au film, donc pour dire que j'ai trouvé énormément de défauts. Son principal défaut, c'est évidemment le script, le scénario, la narration. Le film ne sait pas ce qu'il veut démontrer. Alors c'est un film qui est autobiographique, il me semble. En tout cas, on en discutait avec Bleu tout à l'heure. Son réalisateur a vraiment vécu la mort de son frère. Et encore une fois, c'est ce que je disais à Bleu, c'est que je pense que ce qu'on a vécu, ce qu'on vit dans notre chair, n'est pas forcément ce qu'on arrive à retranscrire à l'image. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux travaux différents. Et là, en fait, il s'embrouille les idées. Il s'embrouille les idées parce que le film est embrumé par des flashbacks qui sont à la fois inutiles et je trouve à la fois ralentisseurs dans l'histoire, dans l'intrigue et dans ce que le film veut délivrer. Parce que ce que souffre pour la France, et c'est une souffrance très profonde, c'est qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut faire l'éloge tragique d'un soldat mort au combat qui n'arrive pas à avoir les honneurs? Est-ce qu'il veut montrer le racisme profond dans le système militaire français? Est-ce qu'il veut même montrer les problèmes de ce système militaire français qui n'arrive pas à réagir à ses propres contradictions internes? Est-ce qu'il veut montrer l'enfance de ces deux jeunes frères qui sont immigrés du coup en France et qui essaient de se trouver une place dans la société française? On ne sait pas. Et je pense que le réalisateur lui-même et les scénaristes ne le savent pas en fait. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire d'un film, quand on ne sait pas ce qu'on veut dire d'un film, on en fait n'importe quoi. On fait des scènes qui ne savent pas rebondir les unes sur les autres, on fait des implants qui sont mal dirigés, on fait un film qui est complètement fractionné et fractionnaire, dont les personnages sont hasardeux et qui ne sont pas mis au hasard, c'est-à-dire qui ne sont pas errants en fait. On comprend donc que le film, dans sa lenteur, n'arrive pas à déployer ses ailes, philosophiquement comme émotionnellement, et je pourrais comparer cette scène à la scène d'ouverture de La femme de Tchaïkovski, qui sait exactement où est-ce qu'il va aller dans les funérailles de Tchaïkovski. En fait, tout provient de l'intention du film. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il est là? Ce film s'appelle Pour la France. Oui, mais pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Pourquoi tu n'as pas démontré le racisme de l'état militaire français? Pourquoi est-ce que tu allais t'embrumer dans des intrigues où on essaie de projeter vaguement, de manière brumeuse et de manière extrêmement maladroite les hasards et la conscience de deux frères qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie en Algérie avant d'être migrés en France, un problème parental. Tout est de l'ordre de la maladresse et donc la mise en scène empathie. On ne sait plus comment on filme les personnages, on ne sait plus si on les filme de pied, si on les filme en grand plan. J'aurais bien aimé dire du bien de Pour la France, mais j'en ai trouvé très peu. Peut-être une scène finale qui aurait été très belle si les personnages avaient existé. Même les acteurs n'arrivent pas trop à trouver leur tempérament et leur direction à travers des personnages creux et fades dans leur direction et dans leurs désirs. Malheureusement, Pour la France, ce n'était pas pour moi. Voilà, parce que c'est pas forcément l'avis général. Le film a quand même été sélectionné à Venise, a eu un prix du scénario, et pas à Venise mais ailleurs, a eu un prix du scénario, et puis a quand même des très bonnes notations critiques, mais en tout cas ce n'était pas pour Nicolas. Et comme on n'est pas, c'est le seul à l'avoir vu, qu'on l'a pas vu, on pourra pas nous étaler et donner notre opinion là-dessus. Mais voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus l'émission.
On a eu, on a parlé des Césars, on a parlé de la femme de Tchaïkovski qu'on vous recommande vraiment, et de 2 autres films qu'on a un peu moins appréciés. Gaston, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission aujourd'hui ? Moi j'ai beaucoup aimé évidemment ce qu'on a dit sur la femme de Tchaïkovski. J'ai pas pu voir les 2 autres films parce que j'avais une semaine assez chargée, mais en dehors de ça, c'est vrai que la femme de Tchaïkovski, pour moi c'est vraiment un très très grand film. Serebrennikov, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de devenir, parce que c'est en train de devenir cette figure un peu d'auteur du cinéma russe. Il en manquait un petit peu en fait, cette figure d'auteur, et je pense qu'il va encore nous sortir des très belles choses, et je trouve que c'est super important que ce statut d'auteur là il soit soutenu, et il soit ça dépasse un peu le cercle des simples cinéphiles pour que ce soit un nom du cinéma, et que ça attire le plus de monde en salle possible, quoi. Gaston qui nous refait la critique après la critique de la fan de Tchaïkovski. Non, et puis film effectivement accessible à un grand public, donc allez le voir quand même, hein, relativement accessible à un public assez large, donc allez le voir. Mathéo, cette émission ? Eh bien moi j'ai apprécié donc présenter les cérémonies des Oscars au début du... Des Césars plutôt. Des Césars, oui, excusez-moi. Des Césars au début de l'émission, et bon, j'ai un peu eu la place d'auditeur pour notamment la famille de Tchaïkovski, que je vais du coup aller voir dès que je peux, parce que j'ai pas pu voir les films d'actualité cette semaine, mais en tout cas moi ça m'a donné envie de voir ce film, et j'espère que ça donnera envie de voir à la plupart des auditeurs. Motiver le cinéma russe, c'est important, donc en tout cas j'espère que ça plaira au plus grand monde. Bleu ? Et bah comme tout le monde, j'ai adoré cette émission, particulièrement la femme de Tchaïkovski. Oh non, c'est pas vrai. Ça fait 12 fois qu'on le répète. Et je pense que j'irai quand même voir pour la France, parce que le synopsis m'a vachement donné envie, et c'est un sujet quand même assez important, et un film autobiographique. Je pense que ça compte beaucoup pour le réalisateur qu'on aille voir ce film-là qui est tiré de faits réels. Voilà. Bien sûr. Nicolas, un mot ? Si seulement il avait fait un bon film. Oui, un mot pour terminer ça, parce qu'on m'a censuré avec les diverses prises. Quel est le fromage préféré de Serebrennikov ? Oh non. Ah bah si. Oh non. La vache Kirill. De son prénom. Parce que Kirill Serebrennikov. Ah là là, ben on va conclure en faisant encore un petit coucou à notre auditeur, auditrice de la God. Voilà. Parce qu'on aime bien faire des coucous. Gaston, un mot sur la God ? Eh bah écoute, profite bien de ta ville, profite bien de cette ville où Marcel Pagnol a vécu, et Chaim Soutine, et puis l'OGC de Didier Digard, voilà. On attend des résultats, donc voilà, frérot kiffe. Mais c'est pas forcément frérot. Oui, effectivement. Ou frérotte, ou serette, en tout cas kiffe les résultats de Didier Digard, kiffe ta vie dans le sud, et puis voilà, vraiment, envoie-nous tes impressions sur la saison de l'OGC Nice, sur le cinéma aussi peut-être, mais en tout cas voilà, on te kiffe. Je crois qu'on va continuer en fait ces dédicaces, ça me plaît bien. La prochaine fois, on sait pas où on ira. Peut-être qu'on ira en Belgique, en Suisse. On verra où le vent nous mène. Aujourd'hui, c'était le sud de la France. Voilà. On va conclure cette émission un peu trop longue, parce que c'est plus long que d'habitude, effectivement. Et puis on s'est un peu égaré, mais c'était rigolo. Avec les Césars, parce qu'on n'a pas l'habitude de commenter les événements comme ça cinématographiques. Et si ça vous a plu, dites-le nous, et on pourra le faire aussi pour d'autres types d'événements cinématographiques dans l'année, notamment Cannes. Mais ça, on vous en dira plus au moment venu. Voilà. Et puis sinon, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour plusieurs émissions, je crois, la semaine prochaine. On a pas mal de choses qui vont sortir, en tout cas très très prochainement. Il y a beaucoup de contenu qui va arriver. Et voilà, suivez-nous sur Instagram, abc.podcast. Suivez-nous sur les plateformes. Abonnez-vous à Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez-nous des notations, ça fait plaisir. Les petites notations, les étoiles, c'est génial. Et puis voilà, écoutez, on vous dit à la prochaine, et surtout, n'oubliez pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.